Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la deuxième partie de l'interview avec Bruno sur l'expatriation en Asie. Dans la première partie, nous avions parlé de l'APAC, donc de l'Asie du Sud-Est en général, de ses opportunités, des tendances, de ce qui se passe à l'heure actuelle en ces temps de Covid, avec principalement Hong Kong et Singapour comme pays d'expatriation. Je vous mets dans la barre de la description le lien pour accéder à cette première partie. Dans cette vidéo, on va parler de la deuxième partie, à savoir la Malaisie, le Vietnam, ainsi que les conseils de Bruno si vous souhaitez vous expatrier en Asie pour y trouver du travail. C'est parti pour l'interview. Est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu des pays émergents, on va dire, de ces petits outsiders qui commencent petit à petit à faire parler d'eux? Bien sûr, on n'est pas encore au niveau de Singapour et de Hong Kong, mais tout de même, il y a quand même au Vietnam notamment des secteurs d'activité qui sont très porteurs, notamment l'industrie manufacturière, si vous êtes dans la logistique, même dans la banque, ça change énormément. Donc il y a pas mal de postes comme ça, l'informatique aussi, qui attire beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces deux petits pays qui commencent de plus en plus à faire parler d'eux en termes d'expatriation? Le Vietnam, c'est ton domaine. Donc, on va commencer par la Malaisie. Alors, la Malaisie, on disait avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait c'est la belle endormie. Pourquoi c'est la belle endormie, en tout cas pour les Français? C'est que c'était un territoire qui n'est pas forcément très connu pour des raisons historiques. D'autres zones comme Vietnam, Laos, Cambodge, pour des raisons historiques, bien évidemment. Là, c'était un territoire qui a été initialement portugais, puis hollandais, puis anglais. Donc voilà, traditionnellement, ce n'est pas forcément un territoire qui attirait beaucoup et on le voit bien quand on questionnait les personnes. Il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir les personnes qui sont en Malaisie, pourquoi ils ont choisi la Malaisie. En général, ils ne l'ont pas choisi. C'est plus des opportunités d'emploi ou du fait que des contraintes grandissantes, notamment sur Singapour, après un VIE, au début, allez, la Malaisie, c'est juste à côté, c'est à peu près la même culture, en avant, on va en Malaisie. Pour autant, il y a quand même 10 000 expatriés, pas français, 10 000 expatriés qui sont à Kuala Lumpur, qui est le petit Singapour, la capitale, donc la capitale économique, administrative de la Malaisie. Il y a 3 000 Français actuellement, il y en avait 3 600 l'an dernier. Déjà, ça c'est un chiffre que j'ai eu du consulat, 600 personnes qui sont parties en moins d'un an. C'est encore une fois, ce sont les gens qui sont inscrits. 32 millions d'habitants, pour donner un ordre d'idée par rapport au Vietnam qui est proche de 100 millions d'habitants. Donc c'est un petit pays, mais avec un énorme potentiel. Il y a 2000 entreprises européennes qui sont installées. Il y a pour la France, il y a la majeure partie des grosses entreprises du CAC 40 qui sont présentes, mais aussi il y a pas mal de petites PME qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Il y a les Sirop Monin, je ne sais pas si tu connais, Metarob, Baudet, qui fait des horloges comme ça, donc ce sont des petites PME qui se sont développées. Donc on a un peu moins de 300 filiales de gros groupes. On a 150 EFE, des entreprises créées par des Français sur place. Et puis, il y a aussi le secteur de la défense qui est assez présent. Il y a beaucoup d'accords, notamment avec la France. Ce n'est pas nécessairement référencé, ce n'est pas des postes forcément très ouverts. En tout cas, la France est un pays qui essaye de rentrer. Il y a des accords, il y a une volonté au niveau des structures qui poussent à l'investissement, aussi bien de la part du gouvernement malaisien que de Business France en France. Et elle tire son épingle du jeu dans certains secteurs. On voit par exemple que la France est le premier fournisseur de vin, ça paraît assez surprenant, de vin et de spiritueux en Malaisie. En valeur, après en volume, ça peut être un peu différent. Pour un pays qui est plutôt qui est culture musulmane, ça peut paraître assez surprenant, mais pourquoi? Parce que la Malaisie, c'est aussi un hub à sa manière, donc il redistribue un peu sur toute la zone. Je sais que toi, tu as une spécialisation sur la question liée à la création d'entreprises. En tout cas, en Malaisie, la situation est beaucoup plus complexe, en tout cas plus difficile qu'au Vietnam. Pour créer une entreprise, il faut quand même un sacré capital social. Alors, je crois que c'est 250 000 euros pour créer une entreprise. Donc, c'est plus compliqué. Donc, on vient plutôt en VIE, on vient plutôt en tant que salarié. Et on peut venir aussi en tant que consultant, notamment c'est ce que permet la Chambre de commerce française en Malaisie, qui permet d'avoir un statut à travers le portage salarial, de pouvoir avoir cette facilité d'avoir un visa qui vous est permis de par le lien avec la Chambre de commerce,
il y aurait environ 50 personnes aujourd'hui qui auraient ce statut-là et qui peuvent comme ça ainsi ou être consultants, donc voilà, auprès des entreprises françaises, des entreprises européennes présentes sur le territoire, mais également c'est une manière de se tester un peu, hein, comme un peu un bureau de représentation, pour voir s'il y a des possibilités de créer quelque chose sur place. Alors, comme je disais, la situation du pays, c'est un pays qui est un hub, hein, qui vise un petit peu à concurrencer Singapour, avec ses atouts qui lui sont propres, qui sont un peu les mêmes atouts que Singapour, mais il y a d'autres atouts très clairs. Et on a vu en fait ces 10 dernières années, l'économie qui a vraiment switché. On est passé d'une économie d'extraction essentiellement des ressources primaires. Hein. On parle beaucoup d'huile de palme, il y avait le pétrole, le gaz. Et puis, il y avait ces grandes industries manufacturières. Depuis quelques années, il y avait une volonté du gouvernement. Il y a un programme, le TP, Economic Transformation Programme, et puis on parle aujourd'hui d'une économie du savoir 4WRD, qui vise à faire de ces industries, de ces manufactures, des manufactures très, très performantes, hein, qui sont axées sur des services, sur de la technologie, sur les semi-conducteurs, et puis de développer une smart city, un TGV, un environnement propice aux startups, le e-commerce, tout ce qui est le domaine de la pharma aussi qui se développe pas mal, et puis la finance avec une particularité qui est la finance halal. C'est un pays qui est musulman, et donc ils ont le halal. Moi, je pensais que c'était purement alimentaire, mais non, il y a la cosmétique halal, il y a le tourisme halal et il y a la finance halal. Et ça peut être des belles opportunités, hein, pour des personnes de culture musulmane de se positionner sur ces marchés-là, parce que c'est vraiment des profils qu'on va être amené à rechercher. Et il y a des études là, qui ont été faites récemment par le cabinet KPMG qui indiquent que la Malaisie, en termes de secteur manufacturier, mais vraiment sur la compétitivité de ce secteur-là, elle est vraiment dans les meilleurs, dans les 4 premiers. Elle est même devant la Chine, devant le Japon, devant le Vietnam et devant l'Inde. Donc, une belle évolution, en tout cas ces dernières années. Voilà, je pense que les Européens ne s'y sont pas trompés, hein, il y a un vrai engouement. Je parle souvent de la France parce que, bien sûr, je suis français, j'accompagne des profils qui sont des profils français, mais je leur dis aussi souvent, viser aussi les entreprises européennes. Là, en l'occurrence, il y a une forte présence néerlandaise et puis belge aussi. Hein. Les Belges sont très présents, les Allemands aussi sont très présents en Malaisie, donc il y a des belles positions à prendre. Il y a aussi une crispation, hein, qu'on peut ressentir au niveau des visas et des recrutements depuis quelques mois, mais c'est pareil, c'est une tendance qu'on sent depuis déjà quelques années. Il faut que l'offre soit diffusée sur un site gouvernemental, donc ça augmente les délais. Il y a un signe clair, hein, de vouloir favoriser bien sûr la population locale, de former aussi la population locale. On a vu, hein, il y a des articles qui sont sortis là récemment qui indiquent que les jeunes femmes notamment, hein, sont très intéressées et sont très poussées à faire des études dans le domaine de l'IT. Donc on a plein de développeuses, plein d'informaticiennes qui sortent des grandes écoles de Malaisie. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contraintes récemment. On sent qu'il y a, ça c'est un ressenti, mais que j'ai partagé avec des personnes qui vivent sur place, un climat un petit peu, je dirais populiste, c'est pas forcément un terme qui convient, mais de la part du gouvernement de dire, voilà, les investisseurs sont les bienvenus, mais attention, hein, nous on protège l'emploi local, ce qui est aussi normal. On a vu aussi avec les déclarations de Macron, là, il y a eu des échos qui ont été quand même pas toujours très favorables de la part d'une population et d'un gouvernement qui est quand même de tendance islamique, même si c'est un islamisme modéré. Au niveau des profils recherchés en Malaisie, on a un petit peu comme ça, pour Hong Kong, hein, des ingénieurs de haut vol, des techniciens plus, hein, qui vont travailler dans le secteur automobile. On a PSA qui est à Penang notamment, puis il y a une voiture nationale, la Proton, qui s'est vraiment beaucoup développée. Il y a tout le secteur de la téléphonie, hein, des semi-conducteurs qui sont utiles dans la téléphonie. Il y a la 5G qui s'est beaucoup développée, domaine électrique, électronique. Oil and gas, avec tout un tas de cabinets d'ingénierie, hein, qui travaillent autour de ça, les Technips, voilà, il y a plein d'entreprises françaises qui sont assez présentes sur ces secteurs-là. Et le secteur des grandes infrastructures, du transport. Donc voilà, besoin d'ingénieurs et de techniciens. Après, il y avait aussi le secteur de l'hôtellerie, hein, qui était un secteur qui était assez porteur. Alors, le gouvernement a quand même une mainmise sur ce secteur-là, mais bon, des groupes comme Accor avaient bien senti quand même les choses et depuis quelques années avaient pris des positions
C'est vrai qu'il y avait des secteurs, enfin, des parties complètement paradisiaques sur la Malaisie, sur la presqu'île notamment. Donc voilà, il y a des opportunités. J'ai pu discuter avec quand même des grosses entreprises du secteur touristique qui recrutent quand même assez régulièrement des profils français parce qu'il faut pouvoir capter le marché francophone. Il y a aussi les secteurs liés à tout ce qui est santé, bien-être, food and beverage. On recherche aussi pas mal de profs d'anglais. C'est un pays où on parle très bien l'anglais. Donc ça peut être aussi une belle opportunité. Voilà pour la Malaisie. Ok, et maintenant, alors le Vietnam, on l'a gardé pour la fin, le petit dernier. J'avoue aussi avoir un petit fait pour le Vietnam. Bon, 100 millions d'habitants, donc un gros pays. On a quand même une histoire aussi commune avec ce pays-là, même si bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui parlent le français, à part peut-être les personnes de plus de 60 ans ou les personnes qui sont de la diaspora qui sont revenues. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a ce lien. Et puis ce lien économique. La France est le deuxième partenaire économique européen du Vietnam. Et puis depuis la mise en application, là, donc c'était en août 2020 de l'EVFTA, donc l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Vietnam. Là, je pense que ça va ouvrir des perspectives vraiment très intéressantes avec un objectif à 7 à 10 ans de taxation de droits de douane qui arriverait à zéro ou à presque zéro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important et je pense que les différents partenaires de l'Eurocham, des chambres de commerce françaises et autres s'en sont saisis. Il y a très souvent, vous trouvez facilement des webinaires sur ces sujets-là pour inciter les entreprises à capter ce marché-là qui est vraiment un marché d'avenir. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres que tu as, mais bon, moi, j'évalue à peu près à 9000 personnes des Français qui sont installés au Vietnam. La majeure partie sont plutôt à Ho Chi Minh, là où tu te trouves. Au niveau de la chambre de commerce, elle regroupe environ 300 entreprises. Également, elles sont plutôt à 70% sur Ho Chi Minh, beaucoup de filiales de grandes sociétés. Puis aussi, il y a quelques EFE, il y a une centaine d'entreprises françaises, d'entreprises créées par des Français. Alors, si on fait un petit historique, sans revenir à la guerre d'Indochine, mais il y a un truc quand même important au niveau du Vietnam, c'est un pays qui, en 76, est complètement ruiné, 5 millions de morts sur toute cette zone-là, un pays qui a été déchiré entre le nord et le sud. Et puis, dans les années 90, un pays qui a des taux de croissance à faire frémir effectivement nos économies européennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un élément, je pense qu'on peut quand même noter, c'est en 86 la volonté du gouvernement d'engager une nouvelle politique qu'ils appellent, alors, je ne parle pas le vietnamien, donc c'est Doi Moi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais on prononce ça, qui vise en fait il y a 3 axes dans cette politique. C'est d'abord une libéralisation des échanges. Alors ça, c'est assez commun à toutes les économies d'Asie du Sud-Est, des accords avec le rattachement à l'OMC, des accords avec les États-Unis, ce qui est quand même pas banal pour un pays communiste, des accords avec différents pays environnements, rentrer dans l'ASEAN notamment. Donc ça c'est commun. Après, autre élément, autre facteur, c'est la libéralisation interne, c'est-à-dire favoriser l'entrepreneuriat, favoriser la possibilité de créer une entreprise. Donc ça, beaucoup d'efforts de la part du gouvernement dans ce sens. Puis, troisième élément, qui est sûrement le plus important, c'est l'investissement dans le capital humain. Beaucoup d'investissements dans les écoles, alors capital humain, et puis ce qui va avec, c'est aussi la possibilité d'avoir une connexion Internet assez facile. Je me rappelle avoir eu des entretiens avec des personnes qui me disaient, en France, on était dans les zones blanches, on avait du mal à avoir Internet. Là, je suis au Vietnam, j'ai une super connexion. Donc, ça, c'est quand même un élément important qui va bien sûr influer sur l'économie locale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce segment-là parce qu'on a un Internet qui est quand même très accessible. Donc ça, je pense que c'est important. Si on doit faire une petite focale sur les questions de visa, c'est un pays qui jusqu'à présent est quand même un pays très très ouvert. On rentrait en général avec un visa touriste, en plus en français c'est quand même assez facile. On réseautait avec des entreprises, on prenait contact avec un employeur, hop, on négociait un emploi, on sortait du territoire, on allait en général au Cambodge, on revenait et puis on avait un visa travail. Donc il y a quand même une grande facilité avec peut-être le Cambodge, c'est vraiment les 2 pays où sur la zone ASEAN c'est quand même très très simple. Moi, je sens quand même, je t'en avais parlé un petit peu, un frémissement. Il y a un nouveau décret là, qui a été mis en place là, récemment qui vise
quand même à contrôler un petit peu. Il y avait un article qui disait, voilà, c'est fini le règne des backpackers. Aujourd'hui, on recherche quand même des experts, et un expert qui soit à la fois un expert au regard des études qu'il a pu effectuer, un expert sur l'expertise professionnelle qu'il a pu développer. Et moi, pour avoir discuté avec des personnes qui étaient sur place, qui me disaient, oh ben moi j'ai un diplôme par exemple en biologie, mais je suis consultant depuis des années, donc j'ai réussi à avoir un visa. Visiblement, ça va plus être aussi simple de se positionner sur un poste sur lequel on n'a pas forcément en alignement les études et l'expérience professionnelle. Mais je pense que, bon, tu ne me contrediras pas, je pense que ça reste un pays quand même qui est avec plein d'opportunités, plein de facilités par rapport aux autres. Je confirme ce que tu disais, peut-être par rapport à la Malaisie en termes de création d'entreprise et d'ouverture de société, c'est beaucoup plus facile de le faire au Vietnam. Il n'y a pas de critères vraiment de capital. Bien sûr, quand on crée un projet, il faut bien sûr avoir du capital, c'est juste du bon sens. Mais il n'y a pas de critères vraiment donnés par le gouvernement pour freiner un petit peu l'investissement. C'est un pays qui est quand même assez ouvert et a attiré jusqu'à présent pas mal d'entrepreneurs et pas mal de personnes qui avaient des idées de projets. L'immigration, comme tu le soulignes, bien sûr, de toute façon, tous les pays d'Asie du Net vont s'aligner petit à petit et il va falloir être vraiment un peu plus armé, avoir vraiment de l'expérience à l'étranger ou un vrai diplôme. Bien sûr, les personnes qui ont un petit peu de bagou, qui vont vouloir sûrement quand même essayer d'y aller, auront sûrement quand même du potentiel à trouver du travail. On reviendra peut-être en dernière partie sur justement peut-être quelques clés pour trouver du travail et être proactif. Donc en général, je reviens un petit peu je rejoins un petit peu l'ensemble des points que tu as listés. En termes de profil, on l'a dit, maintenant en termes de secteur d'activité, quels sont d'après toi les échos que tu as eus depuis la France de secteurs porteurs au Vietnam? Alors, il y a des secteurs qui se développent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément porteurs pour un profil français. Je pense notamment au secteur textile, qui s'est beaucoup développé, qui a beaucoup bénéficié justement de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Également, du fait de, on n'a qu'à voir les vêtements qu'on porte, hein, les chaussures qu'on porte, Decathlon, toutes ces marques-là sont installées au Vietnam. Et on a vu beaucoup d'entreprises cambodgiennes, de grands centres de manufacture, ont passé la frontière parce qu'au même moment où il y avait l'accord de libre-échange avec l'Europe, au même moment, l'Europe remontait les droits de douane au Cambodge. Et il y a un accord qui s'appelle TSA, tout sauf les armes, avec des engagements du gouvernement qui n'avaient pas visiblement été respectés. Donc, hausse des droits de douane et au même moment, la même date, hein, c'était c'était juillet-août, baisse des droits de douane au Vietnam. Alors, une main-d'œuvre qui est peut-être un peu plus chère, mais qui est aussi peut-être plus performante et plus productive. Donc, en tout cas, c'est un secteur qui se développe beaucoup et qui va sûrement continuer à se développer avec le redéploiement des investissements chinois. Pour nous, en tant qu'Européens, les opportunités, il y a un secteur qui se développe beaucoup, c'est l'énergie renouvelable. Hein. Dans le solaire, on voit des parcs solaires. Donc il y a pas mal de petites entreprises là, qui sont très, très performantes et qui sont bien positionnées. Il y a tout le parc éolien là, je crois que c'est plus sur Hanoï, où il y a un parc énorme qui est en train de se construire. Le traitement des déchets, le traitement de l'eau, hein, qui n'était peut-être pas la priorité il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de la part du gouvernement d'investir ces champs-là. Il y a le secteur, alors on trouve un petit peu partout, hein, la notoriété française sur le luxe, hein, le cosmétique, la gastronomie, le vin. Il y a des entreprises françaises qui sont très performantes et on voit bien une transformation chez les jeunes des classes moyennes qui, au lieu de boire de la bière locale, hein, qui est la boisson plutôt qu'on boit au Vietnam, vont prendre une coupe de vin. Donc voilà, mais ça c'est très caractéristique de ce qui se passe au Vietnam aujourd'hui. Un pays de 100 millions d'habitants avec 30% de la population qui a moins de 50 ans, excusez-moi, 30% de la population qui a moins de, ou 30% de la population qui a moins de 20 ans. Donc c'est un potentiel énorme et surtout une classe moyenne. On considère qu'il y a 1 million de personnes qui tous les ans rentrent dans cette catégorie qu'on appelle la classe moyenne. Et la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite et elle consomme. Et donc, bien évidemment, pour les marques européennes, ou pour les produits, ou pour l'art de vivre européen, c'est bien sûr des positions à prendre. Alors après, il y a d'autres secteurs qui sont très porteurs, pour lesquels les Français ont des atouts. Hein, c'est tout ce qui est
transport aéronautique. On a vu Thales, Safran, il y a le métro là, à Hanoï, Alstom, tout un tas d'entreprises qui se sont positionnées, donc pas mal de VIE qui sont partis notamment sur ces postes-là. Le secteur pharma santé, hein, tout ce qu'on appelle healthcare, hein, qui s'est pas mal développé. L'agroalimentaire, on a qu'à regarder les crevettes, hein, quand on achète des crevettes en France, hein, ça vient essentiellement aujourd'hui de, du Vietnam, tout ce qui est seafood. Et on a vu plein d'entreprises aussi françaises qui se sont positionnées, Andros, Bell, il y a tout ce qui est la nutrition animale aussi qui est très présente avec Serva. Voilà. Après, il y a tout le secteur du e-commerce. Et là, ça rejoint un peu tout cet environnement startup qui a littéralement explosé. Tous les services, alors il y a tout ce qui est assurance, hein, où on est aussi très présent, tout ce qui est fintech, ce qu'on appelle le M-commerce, sachant qu'il y a un taux de bancarisation qui n'est pas très important au Vietnam. Donc aujourd'hui, se développent plein d'applications où on peut tout acheter en fait depuis son smartphone. Et c'est vrai que ça a marché, alors notamment au Chi Minh, hein, cette population jeune super connectée. Eh bien, quand on a envie de monter un projet ou quand on a une petite boîte, une petite start-up, on va tester sur le marché local, on va l'étendre sur un marché un peu plus important, peut-être le marché d'Asie du Sud-Est, pour après devenir les futures licornes au niveau mondial. Donc voilà, secteur technologie très en pointe. Après, un secteur qui recrute aussi, c'est le secteur des ONG. Il y a quand même beaucoup d'ONG au Vietnam. Alors, des ONG qui sont pas, c'est pas sur d'urgence, hein, on est sur du développement. Alors, c'est développement, c'est du café, du chocolat, chocolat marou. Il y a tout un tas voilà, d'ONG qui sont très présentes, passerelles numériques, des choses comme ça, pour former les jeunes sur des métiers de l'high-tech, par exemple. Donc, voilà, il y a pas mal d'opportunités. Alors, des fois, c'est des volontaires, mais c'est aussi une belle opportunité de partir sur un VSI, un volontariat de solidarité internationale, et puis des postes aussi à prendre dans les ONG traditionnellement. Ok, je peux rajouter aussi le secteur informatique. Donc le Vietnam est un gros pays de sous-traitance informatique. Donc on a par exemple les Philippines où il y a beaucoup de personnes qui vont parler anglais, mais le Vietnam ici il y a quand même des universités qui sont très réputées pour former des informaticiens. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y a pas mal de Français qui sont positionnés sur ces créneaux-là. Donc, entre guillemets, ils ont des entreprises au Vietnam. Ils peuvent embaucher de la main-d'œuvre qualifiée à coût beaucoup moins important. Et bien sûr, ils vendent ces logiciels et cette maintenance informatique à l'étranger. Donc, bien sûr, en tant que Français, si vous avez des compétences en informatique, vous pouvez vous positionner comme ça en chef de projet ou alors en relation client avec des interlocuteurs français. Et bien sûr, vous aurez ici, vous aurez à discuter au quotidien avec des personnes vietnamiennes. C'est aussi un secteur très porteur. Est-ce que maintenant, peut-être on pourrait bifurquer sur la partie comment trouver du travail à l'étranger? Comment et toi, je veux dire, cette dernière année, comment est-ce que tu as vu les Français se positionner? Peut-être des changements de tactique dans la manière dont on approche les entreprises à l'étranger. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait? Voilà, disons maintenant, un Français qui souhaite venir surfer ce boom de l'Asie du Sud-Est et des opportunités qui se présentent ici. Qu'est-ce que tu lui dirais pour commencer voilà, mettre le pied à l'étrier et essayer de rentrer en contact avec certaines entreprises? Je ne cacherai pas que c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui, hein, tu le sais bien avec les restrictions. Pour autant, effectivement, il y a quand même des personnes qui développent des stratégies qui me paraissent intéressantes, notamment de partir étudier au Vietnam, qui permet d'avoir un visa étudiant, d'améliorer son niveau d'anglais au passage, et puis de pouvoir, pendant ce temps-là, rechercher un emploi. Donc ça peut être une stratégie actuellement. Mais je pense que de manière plus générale, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la période actuelle. On espère que c'est une période qui n'est que transitoire. Ce que je conseille en général aux candidats, quand c'est possible, c'est de se déplacer, de se rendre sur place. Je pense qu'on n'a jamais vraiment conscience des opportunités qu'on peut avoir tant qu'on est en France. Alors bien sûr qu'il y a Internet, bien sûr qu'il y a les visioconférences, mais ce sont des pays de contact, c'est des pays de relationnel. On va remettre sa carte de visite. Il y a des workshops qui sont proposés par la chambre de commerce ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rendre sur place. Et j'avais beaucoup d'anecdotes à ce niveau-là, mais je me rappelle d'une jeune femme que j'avais accompagnée, qui était dans le secteur touristique et j'avais positionné sur une entreprise partenaire, une grosse entreprise qui est sur toute l'Asie du Sud-Est. Bon, ils n'avaient pas retenu sa candidature. Elle fait le choix de se rendre au Vietnam. Elle dit, bon, moi, peu importe, hein, j'y vais, je vais m'installer là-bas. Et bien, 2 mois après, elle était recrutée par la même entreprise. Tout ça pour dire que depuis la France,
on n'est pas aussi attractif que quand on est là-bas. Parce qu'on peut dire qu'on a envie de partir au Vietnam. Le fait d'y être, c'est quand même très différent. Il y a bien sûr un aspect aussi culturel, hein, de bien se mêler à la population, de bien comprendre voilà, comment la circulation, qui est toujours problématique dans ces grandes agglomérations d'Asie du Sud-Est. Ben, une fois voilà, qu'on a son logement, qu'on est posé, qu'on sait un peu mieux se repérer, on n'a pas le même, on n'a pas le même attrait pour une entreprise. Et, euh, et je peux te dire que j'ai eu vraiment beaucoup de candidats qui se sont trouvés dans cette situation-là, qui ont fait le choix de se rendre sur place, alors peut-être pas définitivement comme c'était le choix de cette jeune femme, mais dire voilà, je prends un billet 15 jours et puis j'ai plein de contacts avec des entreprises et puis je vais essayer de négocier un contrat. Et j'ai aussi cet exemple de la chambre de commerce qui recherchait pendant un temps son nouveau directeur. C'est il y a environ 3 ans ça. Et ils nous avaient donc proposé diffuser leur offre d'emploi. Et le profil était quand même assez costaud, quoi. Il fallait bien connaître les réseaux locaux, peut-être même connaître un peu le vietnamien. Donc voilà, un joli profil. J'avais même des candidatures depuis le Vietnam qui m'écrivaient. Et il y a une personne qui s'est positionnée sur cette offre, qui a vu bien sûr qui pouvait être l'employeur potentiel. Cette personne ne s'était jamais rendue au Vietnam. Elle ne parlait pas vietnamien, elle ne connaissait pas les réseaux locaux. Bien sûr que cette personne avait un très beau background, il avait créé des entreprises, tout ça. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son billet d'avion, il s'est rendu sur place, il a pris une dizaine de rendez-vous avec des acteurs clés, hein, des gens de Business France, de l'ambassade, des chefs d'entreprise. Et après, il a pris rendez-vous avec le président de la Chambre de commerce. Ben, il s'avère que son CV, il était sur le dessus de la pile. Parce que c'est le type de profil que tu connais bien, hein, des gens qui sont très proactifs et c'est ça qui va faire la différence en fait par rapport à voilà, des candidats qui, depuis la France, envoient un CV puis espèrent que peut-être ça va peut-être marcher. Alors, je pense qu'il faut vraiment avoir ce type de qualité. On parle beaucoup des soft skills aujourd'hui, mais ça, je pense qu'il y a au moins autant de compétences techniques que des compétences comportementales, hein, voilà, ce dynamisme et cette capacité à être, pas forcément de créer une entreprise, mais d'avoir cet esprit, en tout cas, entrepreneurial qui est souvent très bien, très apprécié au Vietnam. Dans un pays où tout bouge, où tout va très vite, il faut être aussi dans cette dynamique, quoi. Ouais, c'est un peu dur d'appliquer vraiment ces conseils-là aujourd'hui, vu que les frontières sont encore fermées. Mais j'imagine qu'il y a quand même des grands principes qui peuvent rester, qui peuvent être appliqués aujourd'hui. Par exemple, avoir un profil LinkedIn qui reflète vraiment le type de poste que vous voulez. Ne pas hésiter à souscrire notamment à LinkedIn Premium, je crois, qui permet d'envoyer des messages aux personnes qui sont implantées au Vietnam. Donc vous pouvez de manière assez facile aller sur les sites des chambres de commerce, lister l'ensemble des entreprises qui sont dans votre secteur d'activité et y aller au culot, en fait, vraiment inviter les gens sur LinkedIn et leur demander s'il y a des postes à pourvoir, puisque très honnêtement, nous au Vietnam, ici, il y a pas mal de postes qui sont à pourvoir, notamment j'ai une amie là qui a été embauchée dans une école récemment, et qui nous dit qu'à horizon septembre, ils recrutent je ne sais plus combien de différents postes, puisque en fait, il y a de toute façon un turnover tous les 2 ans ou tous les 3 ans, et puis aujourd'hui, avec ces frontières fermées, les gens partent, mais personne ne rentre. Donc si vous êtes la personne qui va faire le petit effort supplémentaire et ne pas hésiter à vraiment, je veux dire, vraiment donner des engagements à la personne que vous contactez, peut-être comme ça avec cette proactivité et cette envie de vouloir aller vers le Vietnam, potentiellement ces personnes seraient susceptibles de vous donner cette chance. Donc n'hésitez pas. Comme la majeure partie des personnes ne le font pas, si vous êtes la personne qui le fait, des fois ça peut être la petite brèche qui va vous permettre de venir. Donc, est-ce que tu as d'autres conseils comme ça, puisque toi tu es vraiment au contact des personnes en France? Moi, je proposerais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais y revenir. Je pense qu'au tout début, quand on est sur sa recherche d'emploi, on dit voilà, mon objectif c'est de travailler au Vietnam par exemple, c'est de faire vraiment un état des forces en présence, on va dire. C'est-à-dire se faire ce qu'on utilise beaucoup dans le business, hein, dans le commerce, un SWOT. Quelles sont mes forces? Quelles sont peut-être mes faiblesses? Quelles sont, au regard du pays que je vise, c'est-à-dire quel est mon avantage comparatif? Et ça, c'est important de se dire, en tant que Français, qu'est-ce que j'ai comme plus-value? En tant que professionnel dans mon secteur, l'idée, c'est pas de se positionner sur le même créneau que les Vietnamiens, c'est d'apporter une plus-value. Donc ça, je pense que c'est important. On a un atout à jouer en tant qu'Européens. Nos diplômes souvent parlent pour nous. Parfois, notre maîtrise de l'anglais, hein, ça peut être aussi un très bon atout. Ça, c'est, je pense,
important de comprendre ça, notamment l'anglais. Il y a des pays où on parle très très bien l'anglais, Singapour, Malaisie, Philippines. Il y a d'autres pays où le niveau d'anglais n'est pas si bon que ça. Donc, si vous voulez travailler pour une entreprise internationale et que vous excellez en anglais, ou donner des cours d'anglais, qui est aussi une bonne perspective au Vietnam. Donc ça, je pense que c'est important de faire le point sur ses principaux atouts. De là, une fois que c'est clair, effectivement, le profil LinkedIn, c'est incontournable. Je me rappelle avoir envoyé un profil à un recruteur au Vietnam avec qui j'échange souvent, puis il me dit après, mais elle existe vraiment cette personne parce que je ne l'ai pas trouvée sur LinkedIn. De ne pas avoir LinkedIn au Vietnam, c'est en tout cas en tant que Français qui cherche à s'implanter au Vietnam, c'est une gageure, c'est vraiment une erreur. La logique réseau, elle est essentielle. Vous avez plein de personnes, vous avez un réseau francophone déjà qui est là. Tu es là, toi, Guillaume, notamment, mais vous avez la Chambre de commerce qui est là. Ils organisent des webinaires, ils organisent des workshops quand on arrive sur place. Il faut effectivement profiter du réseau qu'il y a sur place pour être à l'écoute des opportunités. Les offres d'emploi, elles ne sont pas légion. Elles sont souvent sur des sites qui sont des sites à destination plutôt des Vietnamiens. Donc, si vous voulez, alors, il y a des offres sur LinkedIn Job, bien sûr, il y a des offres sur des sites spécifiques, alors je sais pas, Cooptalis ou des sites comme ça, ou de la Chambre de commerce qui sont tagués pour des Français ou des Européens. Mais en général, il faut plutôt envisager la logique réseau. Donc ça, c'est vraiment important, le réseau. Je parle souvent de la Chambre de commerce française. N'oubliez pas qu'il y a d'autres chambres de commerce et on a un atout à jouer. Parce que, par exemple, il y a un turnover très important au Vietnam. On sait bien, notamment au moment de la fête du Tet, où quand on reçoit la gratification, il y a beaucoup de personnes qui quittent leur emploi. C'est le moment de se positionner et de se dire, moi, je viens sur un visa pour 2 ans. En 2 ans, vous pouvez compter sur moi, je suis là. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Et je me rappelle d'avoir échangé avec un recruteur qui travaillait un employeur, un entrepreneur, qui travaillait dans le secteur de la robinetterie, des fontaines, des choses comme ça, et qui me disait, moi, je recherche spécifiquement un Français. Je pourrais très bien prendre des Vietnamiens, et j'ai eu des Vietnamiens en tant que business développeur, parce que je sais que mes produits sont un petit peu plus chers. Moi, je ne vends pas du Made in China. Je vends des produits plutôt français, et c'est plus cher. Donc, le travail du business développeur, c'est pas d'essayer de faire des remises à tout prix à ton client, en l'occurrence, aux architectes ou aux ingénieurs civils avec lesquels tu vas t'amener à travailler, mais plutôt nourrir des relations et travailler sur la plus-value du produit qu'on va vendre. Et il me disait très souvent, les Vietnamiens, c'est pas une critique, mais ils sont plus sur je vais pouvoir te remettre, t'avoir une petite remise. Et lui, il disait, moi, je peux pas faire beaucoup de remises. Et si je dois faire une remise, c'est moi qui vais la décider, quoi. Donc, vaut mieux effectivement entretenir des relations plutôt durables avec tout cet environnement des gens qui sont dans la construction, les ingénieurs, les architectes, pour essayer d'inclure ces produits dans les devis qu'ils font, en quelque sorte. Quoi. Et une fois que c'est dans le devis, ça passe comme des lettres à la poste. Mais voilà, il disait, vous, en tant que Français, il était français aussi, vous avez une plus-value parce que vous avez ce côté-là un petit peu pugnace que n'auront peut-être pas certains Vietnamiens. Voilà. C'était vraiment son point de vue et ça me paraissait intéressant. Après, la question des langues est pour moi cruciale quand on se positionne, par exemple, en Malaisie. Très souvent, mes interlocuteurs me disent, sachant que le secteur du commerce est trusté par les Chinois, c'est vraiment une plus-value de parler le mandarin. C'est valable aussi pour Singapour. Au Vietnam, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être sûrement une plus-value de parler le mandarin, bien évidemment, mais en tout cas, de parler un bon niveau d'anglais. Il y a une enquête qui est faite tous les ans par IF qui fait un référencement par pays du meilleur niveau d'anglais. En général, c'est trusté par les pays nord-européens. Après, on a les Philippines, la Malaisie, Singapour. Là, cette année, étonnamment, je sais pas, le Vietnam, il a diminué un petit peu dans le ranking. Mais bon, en général, il a plutôt tendance à augmenter parce qu'il y a plein d'écoles d'anglais. Et puis, je pense qu'il y a un niveau scolaire qui s'améliore vraiment. Et par rapport en tout cas au Cambodge, au Laos, à la Birmanie, à la Thaïlande, le Vietnam est au-dessus. Donc, en ayant ça aussi clair en termes de stratégie, mon niveau d'anglais, il est comme ça, je vais plutôt me positionner sur un pays où le niveau d'anglais exigé est très élevé, ou au contraire, où j'aurai ma carte à jouer. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi être très conscient de la culture du pays. On n'arrive pas en terrain conquis, il y a une culture millénaire. On a l'impression souvent que parce qu'on vient de France ou d'Europe, on a des beaux diplômes, on est un peu les maîtres du monde. Je
pense que voilà, il y a une règle, on appelle la règle des 4 P, hein, c'est la patience, la persévérance, le respect et la présence, d'être présent, et prendre conscience qu'effectivement, cette culture, il faut essayer de la comprendre. Alors de là à parler le vietnamien, je ne sais pas si tu parles le vietnamien, ça n'a pas l'air d'être très simple, ça c'est autre chose, mais au moins connaître quelques mots, essayer de faire l'effort, de bien comprendre aussi, tu sais, dans les opérations de recrutement, hein, on ne fait pas un recrutement avec une personne d'origine asiatique comme on fait un recrutement avec un anglo-saxon, comme on fait un recrutement avec un recruteur français. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on essaye vraiment de donner comme conseil aux candidats qu'on accompagne sur ces destinations-là. Ben, merci Bruno pour tous ces conseils. Voilà, je pense que ça aura donné cette perspective sur l'Asie du Sud-Est en général. Et puis un peu voilà, cette espèce de comparatif, même si on ne peut jamais tirer des leçons exactes de l'ensemble des pays et de ce qui va vous convenir. Bien sûr, ça dépend d'énormément de facteurs. Mais j'espère que voilà, ça vous aura incité à étudier les opportunités qui s'y passent. Et puis on verra d'ici les prochaines années si les petites conjonctures ou les petites anticipations qu'on a données s'avèreront vraies ou si ben non, ça aura changé. Puisque de toute façon avec ce Covid aujourd'hui, c'est difficile vraiment de voir comment tout va émerger. Merci Bruno à nouveau. On donne rendez-vous dans un an alors pour refaire le point. Bah, si tu veux, on peut se faire un petit un an après le récapitulatif. Et puis n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, je laisserai quelques ressources, quelques liens utiles. Si vous envisagez voilà, de vous expatrier au Vietnam notamment et puis en Asie du Sud-Est en général, vous trouverez voilà, quelques petits guides ou quelques petites ressources pour vous aider dans tout ça. Merci Bruno pour ton temps. Ça a été une très longue interview et puis félicitations aux personnes qui auront suivi l'interview jusqu'ici. C'est que vous êtes vraiment motivés. Merci Bruno. Merci à toi. À très bientôt. And I'ma get it right, then I'll sight like